Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Aujourd'hui, liberté et déterminisme avec l'idée d'un dépassement possible par la voie du biologique. Donc j'espère que cette vidéo, vous la trouverez stimulante. Donc l'objectif ici va être d'asseoir la liberté relative, non pas contre le déterminisme, mais sur le déterminisme, hein, c'est ça le dépassement. D'une manière générale, on peut avoir des arguments qui relèvent d'un déterminisme plus souple, hein, avec le hasard au sein de la matière. Et ce sont déjà des idées qu'on trouve chez les philosophes atomistes, hein, la notion de Klinamen chez Lucrèce. On aurait aussi des arguments de l'ordre de la un peu technoscientifique, qui dirait du genre, le déterminisme qu'il y a dans la nature, c'est le déterminisme qui nous permet de construire des sciences, de voir des régularités et de pouvoir agir efficacement dessus. Mais on peut dire que plus fondamentalement, s'il n'y avait pas de déterminisme, il n'y aurait même pas la vie elle-même. Et c'est pourquoi nous, on va se concentrer plutôt sur l'argument biologique, en particulier par rapport à la cognition, au système nerveux, qui nous semble être un argument assez évident. Donc l'idée va consister à passer de l'intellect ou de la liberté comme don divin, faisant de l'être humain un être un peu au-dessus de la nature, à, au contraire, cette idée selon laquelle toutes ces facultés que nous associons à la liberté humaine, elles sont des produits directs ou secondaires dérivés de l'évolution biologique. Et dès lors, on défendra cette idée, peut-être contre-intuitive au départ, selon laquelle la liberté découle de la nature et donc de la biologie. Dit autrement, notre cerveau ne nous permet-il pas à la fois un pouvoir sur le monde et un pouvoir sur nous-mêmes, pouvoir qu'on peut estimer être relativement supérieur peut-être à celui d'autres espèces, et qu'il en va de même avec l'intelligence. Une remarque avec Daniel Dennett, avec Freedom Evolves en 2003, qui nous dit ceci: ma perspective fondamentale est le naturalisme. L'idée que les investigations philosophiques ne sont pas supérieures ni antérieures aux investigations des sciences naturelles, mais recherchent la vérité en partenariat avec elles. Les philosophes devant s'assigner la tâche de clarifier et d'unifier assez ces points de vue si souvent conflictuels pour les fondre dans une vision unique de l'univers, ce qui implique de faire bon accueil à l'ensemble des découvertes et des théories scientifiques vérifiables qui deviennent les matériaux bruts de la théorisation philosophique. C'est à cette condition seulement qu'une critique constructive et bien informée de la science et de la philosophie à la fois peut être entreprise. En effet, laissons-nous nous instruire. Laissons-nous instruire par les faits. J'ajouterai donc que dans une approche naturaliste, on part des réalités et non des idées. On ne va donc pas faire reposer la liberté sur du vide, la métaphysique ou sur la seule introspection. Ensuite, l'idée simple, je le répète, c'est la suivante, c'est la liberté dépend de l'intelligence et l'intelligence dépend du biologique, du système nerveux ou cognitif. J'ai ajouté cognitif parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas obligé de limiter l'intelligence à la présence de neurones, et il y a des cas comme le blob qui attestent peut-être de possibilités d'apprentissage sans système nerveux comme on l'entend. Vous me direz, il y a aussi l'intelligence artificielle. Donc beaucoup de philosophies articulent la liberté à l'âme ou à l'intellect, mais cette âme est souvent considérée comme étant non matérielle, relevant d'un autre ordre que celui de la nature, de la matière et du corps. Ici, vous l'avez compris, l'objectif est simplement de naturaliser ces éléments-là, les rabattre sur leurs conditions de possibilité biologique. Bon, on peut peut-être trouver l'origine de ces thèses en changeant ce qu'il faut changer chez Démocrite, Aristote, Lucrèce, ou encore peut-être le stoïcisme. Je passe sur Descartes. Alors c'est intéressant de voir que, même s'il est un penseur du dualisme, avec son cogito, il s'intéressait à l'anatomie, il pratiquait la dissection, et il s'intéressait aussi au cerveau. Petite faute d'orthographe, et en particulier à la glande pidéale, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse, comme lieu de communication entre le corps matériel et l'âme immatérielle. Il écrit « Concevons donc ici que l'âme a son siège principal dans la petite glande qui est au milieu du cerveau, d'où elle rayonne en tout le reste du corps, par l'entremise des esprits, des nerfs et même du sang. Traité de l'âme, vous trouvez ça article 34. » Et en effet, Descartes est étonnamment un naturaliste, puisqu'il explique, comme vous le voyez ici, que sa bibliothèque, c'est finalement ce veau et la dissection, et que c'est pour lui
une source de réflexion importante. Donc il pratique aussi la dissection et est soucieux des faits, de ce qui est tout à fait concret. Et donc s'intéresse à la biologie. J'en arrive sur un texte de Claude Bernard qui, justement, ne ressent pas du tout la logique intellectuelle consistant à opposer liberté et déterminisme. Il écrit « Personne ne contestera qu'il y ait un déterminisme de la non-liberté morale. Certaines altérations de l'organe cérébral amènent la folie, font disparaître la liberté morale comme l'intelligence et obscurcissent la conscience de l'aliéné. Puisqu'il y a un déterminisme de la non-liberté morale ou mentale, il y a nécessairement un déterminisme de la liberté morale, c'est-à-dire un ensemble de conditions anatomiques et physico-chimiques qui lui permettent d'exister. Nous affirmons ce fait, et nous disons, bien loin que les manifestations de l'âme échappent au déterminisme physico-chimique, elles s'y trouvent assujetties étroitement et ne s'en écartent jamais, quelle que soit l'apparence contraire. Le déterminisme, en un mot, loin d'être la négation de la liberté morale, en est au contraire la condition nécessaire, comme de toute autre manifestation vitale. Que serait le monde s'il n'en était pas ainsi? Donc vous voyez ici, voir dans la biologie que de l'esclavage ou le retour à l'animalité, c'est peut-être un jugement spontané ou naturel, mais cela semble quand même assez erroné ou relevé d'un certain idéalisme, voire d'un panculturalisme. C'est toujours la culture qui expliquerait tout, et on peut se demander quand même si l'approche biologique semble plus relever du principe de réalité, là où la métaphysique est le tout culturel, évidemment que la culture est causale, mais où le tout culturel, faisant d'un être humain un être hors nature, hors sol et semi-divin, ça semble quand même plutôt relever du principe de plaisir, pour parler un peu psychologie élémentaire. Bon, je peux évidemment me tromper. Je retourne sur Dennett. Il met en avant l'idée que beaucoup vont estimer spontanément que matérialisme et libre arbitre, ou déterminisme et libre arbitre, sont bien évidemment inconciliables. Il faudrait le prouver. Il écrit « L'interprétation naturaliste de la façon dont nos esprits et nous-mêmes avons évolué semble menaçante aux tenants de l'approche traditionnelle du libre arbitre. Et la peur que cette perspective suscite a faussé l'investigation philosophico-scientifique de ces questions. Certains de ceux qui ont pressenti à quel point ces nouvelles découvertes sur nous-mêmes sont dangereuses les ont présentées sous un jour gravement fallacieux. Mais si on les examine avec la sérénité qui convient, les implications de notre meilleure connaissance de nos origines s'avéreront venir à l'appui d'une doctrine de la liberté plus forte et plus sage que les mythes qu'elle doit remplacer. » Il ajoute donc divers arguments, et aussi, il y a l'évolution cognitive et culturelle, mais en particulier, page 77, cette idée que parfois on se fait un petit peu peut-être avoir avec l'idée selon laquelle, sous prétexte qu'il y a un déterminisme strict chimique, par exemple dans le cerveau, il ne pourrait pas émerger une liberté au niveau, comme propriété émergente, si vous voulez. Donc c'est à mentionner. D'un point de vue plus classique, vous trouverez ces thèses-là chez quelqu'un comme Hans Jonas, dans Le phénomène de la vie vers une philosophie biologique, qui lui le dit très ouvertement et veut asseoir la liberté sur la vie elle-même. De même, on le voit aussi, on en fera pareil avec la morale, qui aussi aura une ontologie, un fondement biologique. Donc fonder le devoir-être sur l'être. Je vous propose quelques passages, et en effet, vous voyez dans Évolution et Liberté, mais il dit la même chose dans Le phénomène de la vie, l'idée d'asseoir la liberté sur le métabolisme et donc le vivant lui-même, puisque le métabolisme est une propriété assez essentielle du vivant. Et il rajoute aussi encore un autre argument, une forme d'autonomie formelle ou de liberté formelle du vivant, puisqu'il conserve en gros sa forme tout en renouvelant ses matériaux, ses atomes. Donc vous voyez ici, on a vraiment le biologique comme condition de possibilité de la liberté. On évite de fonder de la liberté sur de la métaphysique, mais au contraire sur une ontologie ici biologique, et nous sommes bien en face d'une philosophie naturaliste de la liberté, en effet. Donc là, un auteur plus classique. Vous pourriez trouver aussi des idées générales de tout ce qui est évolution vers la culture, et donc évolution vers une forme d'émancipation,
chez des biologistes. Par exemple, Monsieur Reichoff nous dit la liberté de la pensée et de la volonté humaine sont le produit de l'évolution de l'esprit. Celle-ci a véritablement brisé la dictature des gènes, c'est évidemment indiscutable, mais on peut l'entendre, c'est le côté épigénétique, comme on dit aujourd'hui. Dans l'optique du processus d'évolution, cette démarche est un progrès de l'autonomie des organismes vivants par rapport à leur environnement. L'évolution est orientée vers l'émancipation des contraintes environnementales. Certes, c'est discutable, et puis ce qui se passe sur un phylum ne se passe pas partout au sein du vivant, mais on a quand même cette idée de, sur certaines lignées, une certaine distanciation par rapport à l'environnement. J'en arrive à André Leroi-Gourhan, un grand monsieur, qui a beaucoup réfléchi sur l'anthropologie fondamentale, les techniques, enfin, l'ethnologie aussi, enfin, sous certains aspects, qui écrit ceci dans Le geste et la parole. Il nous dit, pour l'homme, la stabilisation plus le dépassement du cerveau technique ont revêtu une signification capitale, car si l'évolution s'était poursuivie vers une corticalisation de plus en plus poussée du système neuromoteur, l'évolution, pour lui, se serait fermée sur un être comparable au plus évolué des insectes. Bien au contraire, les territoires moteurs ont été surpassés par des zones d'association, de caractères très différents, qui, au lieu d'orienter le cerveau vers une spécialisation technique de plus en plus poussée, l'ont ouvert à des possibilités de généralisation limitées, du moins par rapport à celles de l'évolution zoologique. Tout au long de son évolution, depuis les reptiles, l'homme apparaît comme l'héritier de celles d'entre les créatures qui ont échappé à la spécialisation anatomique. De sorte qu'il est resté capable d'à peu près toutes les actions possibles, qu'il peut manger pratiquement n'importe quoi, courir, grimper, et utiliser l'organe invraisemblablement archaïque, qu'est dans son squelette la main, pour des opérations dirigées par un cerveau surspécialisé dans la généralisation. Donc on a cette idée de déspécialisation de l'être humain, fondée sur sa biologie et évidemment étroitement liée avec sa liberté, ou une variabilité comportementale, comme dirait Lorenz et d'autres. Ici, une vue justement sur ce qu'on appelle les aires associatives. Donc, la partie du cerveau qui serait moins dédiée au traitement directement sensoriel des phénomènes extérieurs. Ce sont évidemment des données anatomiques à prendre en compte pour expliquer, susceptibles d'expliquer quelques spécificités de notre nature, en particulier notre capacité d'apprentissage et ce genre de choses. Je reviens encore sur ce monsieur si intéressant qui écrit ceci. En d'autres termes, à partir d'une formule identique à celle des primates, l'homme fabrique des outils concrets et des symboles, les uns et les autres relevant, en tout cas à ses yeux, du même processus, ou plutôt recourant dans le cerveau au même équipement fondamental. Cela conduit à considérer non seulement que le langage est aussi caractéristique de l'homme que l'outil, mais qu'ils ne sont que l'expression de la même propriété de l'homme, exactement comme les 30 signaux vocaux différents du chimpanzé sont l'exact correspondant mental des bâtons emmanchés pour attirer la baleine suspendue, c'est-à-dire aussi peu un langage que l'opération des bâtons n'est une technique au sens propre. À partir de là, peut-être, une paléontologie du langage pourrait être tentée, paléontologie toute squelettique d'ailleurs, car il n'y a guère d'espoir de retrouver jamais la chair des langages fossiles. Un point essentiel peut toutefois être dégagé. Il y a possibilité de langage à partir du moment où la préhistoire livre des outils, puisque outils et langage sont liés neurologiquement, et puisque l'un et l'autre sont indissociablement dans la structure sociale de l'humanité. Voilà une thèse qui associe langage et technique et que vous pouvez trouver dans des ouvrages de philosophie de terminale, avec une série de textes. Leroi-Gourhan, normalement, y est assez fréquemment présent. J'ajoute encore quelque chose. Quelle image peut-on se forger qui rassemble des critères communs à la totalité des hommes et de leurs ancêtres, puisqu'on est en anthropologie fondamentale, en anthropologie biologique fondamentale. Le premier et le plus important de tous, c'est la station verticale. Il la met au cœur de l'hominisation. C'est aussi, comme on vient de le voir, le dernier dont la réalité était admise, ce qui a contraint pendant plusieurs générations à poser le problème de l'homme sur une base fausse. Le dernier, il parle du cerveau, qui vient après la station verticale, sauf si j'ai mal posé la citation. Deux autres critères sont corollaires du premier, et là il parle bien de la station verticale, ce sont la possession d'une face courte et celle d'une main libre pendant la locomotion. Station debout, face courte, main libre pendant la locomotion et possession d'outils amovibles sont vraiment les critères fondamentaux de l'humanité.
Le développement cérébral, j'y viens, est en quelque sorte un critère secondaire. Il joue lorsque l'humanité est acquise, un rôle décisif dans le développement des sociétés. Mais il est certainement, sur le plan de l'évolution stricte, corrélatif à la station verticale, et non pas, comme on l'a cru pendant longtemps, primordial. La situation de l'homme, au sens le plus large, apparaît comme conditionnée par la station verticale. C'est pourquoi il disait nous étions prêts à préparer tout sauf admettre avoir débuté par les pieds. Ce n'est pas le cerveau qui commence, c'est plutôt la bipédie qui engendre de nouvelles contraintes architecturales qui permettent l'apparition, dans un second temps, d'un cerveau qui se développerait plus. J'ai fait référence à Aristote, comme vous le voyez, qui met en avant la bipédie, mais c'est vrai que pour lui, elle n'était pas première, c'est toujours l'homme est intelligent, donc le reste suit, et en cela, le roi Gourand serait plus proche d'Anaxagore. Une référence aussi à Lorentz et la néothénie, vous avez une image en bas avec cette idée de frontalisation et donc de caractère infantile qui serait conservé à l'âge adulte. Et il y a ce passage dans les 3 essais sur le comportement animal et humain qui peuvent aussi nous permettre d'argumenter sur une philosophie naturaliste de la liberté. Il écrit « L'homme moderne doit la conquête des degrés de liberté dans l'action qui lui sont inhérents qu'à la défaillance conditionnée par la domestication de mécanismes de déclenchement inné, c'est-à-dire c'est la façon dont il parle de l'instinct. Donc un relâchement de l'instinct. L'homme est un spécialiste de la non-spécialisation. La propriété qui est peut-être la plus constitutive de l'homme est la survie de l'entente active avec l'environnement propre, fondée sur la recherche, ouverture au monde, au sens où l'entend Galen, jusqu'à l'âge sénile, c'est vraiment l'idée de curiosité infantile jusqu'à l'âge adulte, et avec, ce sont des éléments qui ont été évidemment, qui ont intéressé les philosophes, qui se sont développés dans l'anthropologie philosophique allemande en particulier. Et je poursuis. On peut montrer que cette propriété, ainsi que de nombreux signes distinctifs corporels de l'être humain, constituent des symptômes particuliers d'un phénomène général de néothénie. On s'inspire de Bolk, néothénie qui, de son côté, est sans aucun doute possible, un phénomène authentique de domestication. Alors ce phénomène de néothénie, il était aussi critiqué par le roi Gourand, qui pensait qu'il n'était pas légitime, et vous trouvez page 180-182 le pourquoi de sa critique. Alors, je ne sais pas si on a trouvé les gènes responsables de ces phénomènes de frontalisation ou de néothénie. Il faudra aller voir ce que les chercheurs en pensent. On termine sur un texte encore d'un contemporain qui partage pleinement ce point de vue et qui écrit « Le libre arbitre est un produit de l'intelligence. Pour choisir, il faut évaluer les options, les anticiper, les comparer, puis les catégoriser, ou les pondérer selon des normes qui sont elles-mêmes le produit de la réflexion. Pour agir, il faut faire des plans, projeter l'effet de nos actions, simuler les résultats et, dans certains cas, dissimuler nos intentions. Et pour être libre, il faut pouvoir interrompre l'automatisme de l'habitude, le pouvoir d'inhibition aussi et de variabilité comportementale encore, ou de l'impulsion immédiate en gardant à l'esprit nos buts, nos engagements ou nos valeurs. Tout cela n'est possible que grâce à des mécanismes de l'esprit qui ont évolué pour fournir aux animaux des cartes de la réalité, des hypothèses sur les conséquences, des règles de décision et des stratégies de contrôle, à partir des données, de leur sens, de leurs émotions, de leur mémoire et de leur imagination. Les processus cognitifs qui sous-tendent le libre arbitre sont les mêmes que ceux qui sous-tendent la perception, la mémoire, le raisonnement, la communication ou la créativité. Ils ne sont pas magiques, mais naturels, inscrits dans les circuits du cerveau, comme des compétences mentales. Ils émergent de l'interaction de multiples modules cérébraux qui travaillent en parallèle pour produire l'illusion d'un sujet unique et cohérent, capable de choisir entre plusieurs options ou de résister à ses désirs immédiats. Voilà ce que nous dit le célèbre Steven Pinker dans How the Mind Works, des 97. Donc voilà un texte et une argumentation qui semble encore tout à fait raisonnable et plausible concernant une philosophie naturaliste de la liberté. Donc j'ai proposé ce schéma sans prétention, mais tout simplement pour rappeler que voilà,
parmi nos facultés, certaines semblent quand même particulièrement importantes et, pour défendre la liberté, une liberté qui repose bien sur des capacités cognitives importantes. Il y aurait beaucoup à dire et beaucoup à refaire, mais on voit bien intelligence et maîtrise de soi. L'idée de variabilité comportementale, d'adaptation, et l'idée qu'accroître ses capacités, c'est accroître potentiellement notre liberté, de même qu'en nous cultivant, on est censé être plus intelligent et plus libre, etc. Je crois que l'argument est cohérent et se tient. Donc, ces différentes facultés dépendent de notre biologie comme condition nécessaire. Évidemment, elles sont stimulées par l'environnement et l'éducation. Mais si nous traitons le phénomène de la liberté sous le référentiel de l'espèce, nous pouvons soutenir que, de façon innée, notre espèce est peut-être plus libre que d'autres. Évidemment, le référentiel objectif est difficile à choisir, hein, entre le nombre de neurones, le cortex ratio ou la simple observation du panel comportemental. Hein. C'est difficile de hiérarchiser les intelligences, évidemment, mais on peut prendre des critères au moins pour avoir une vue globale ou générale, sans prétention, mais pour avoir un repère. Et il va de soi que l'humain a bien un petit quelque chose de spécial ou de plus développé peut-être que d'autres mammifères, en effet. Donc, on peut comprendre cette liberté comme peut-être une indépendance à l'égard de la nature, ou avec une indépendance très relative, hein, de l'environnement, une indépendance aussi par rapport peut-être à l'instinct, plus objective, et que toutes ces facultés relèvent de la nature, de l'évolution, d'une sélection d'une cognition avancée, hein, avec une capacité d'apprentissage assez remarquable tout de même dans notre espèce, et donc défendre l'idée que la liberté est rendue possible à partir d'un socle matériel et déterminé biologiquement. C'était bien l'objet de l'argumentation autour de ce dépassement. Donc, l'ouverture à la culture, la possibilité de l'apprentissage n'est pas du tout une négation de l'évolution biologique. C'est un produit de l'évolution biologique. Et c'est le thème de l'évolution vers la culture. Vous voyez comment on arrête ce dualisme-là et on raisonne dans des termes qui relèvent de la coévolution gène-culture souvent. Donc on peut dépasser cette opposition nature-culture aussi à travers ce genre de raisonnement et de réflexion sur l'intelligence en général. Donc on a essayé de proposer un dépassement raisonnable et peut-être facile entre liberté et déterminisme. Pour aller plus loin, alors c'est vrai qu'il faut aller voir ce que font un petit peu les chercheurs, et il y a quelque temps, il y a un ouvrage assez intéressant que je n'ai pas lu entièrement malheureusement, sur l'intelligence du poulpe. Alors c'est pas qu'on soit fasciné pas nécessairement par les poulpes, mais en étudiant ce genre de céphalopodes, on étudie l'intelligence en général. C'est-à-dire il s'agit de comprendre à quel genre de pression de sélection répond l'objet cerveau ou l'objet intelligence. Et le poulpe a des capacités assez étonnantes alors qu'il n'est pas un être social. Souvent on pense que la socialité peut stimuler l'intelligence. Donc on essaie de comprendre ce qu'est l'intelligence en général pour avoir une vision précise de ce qu'est la nôtre et comprendre un peu mieux ce qu'est l'intelligence en effet. Donc voilà, pour aller plus loin, on peut peut-être regarder ce genre de livre pour nous instruire et avoir encore une fois cette démarche naturaliste, hein, de nous laisser instruire par les faits pour philosopher ensuite. Et pour terminer aussi, toujours dans cette perspective naturaliste, hein, Denis Forest, qui est un professeur d'université à Paris-Nanterre, et qui mentionne cette idée, hein, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans toute la philosophie, hein, Horatio, et qui mentionne bien cette idée et cette volonté de nous laisser instruire par les faits. Il écrit une philosophie de la neurobiologie évolutionnaire, hein, qui répondra à la question du pourquoi, une philosophie des neurosciences du développement et du vieillissement, une philosophie des neurosciences computationnelles sont sans aucun doute encore à constituer, et plus encore une philosophie générale des neurosciences qui ne serait pas simplement une série de généralisations abusives. Et là, en effet, on peut terminer en invitant les gens à lire ces deux ouvrages pour nous mettre à jour sur les neurosciences, sur ce qu'on sait du cerveau, pour éviter des généralisations abusives, afin de avoir des philosophies plus instruites
sur ce qu'est l'intelligence et ce qu'est notre cerveau, et si il est légitime ou pas d'asseoir une liberté sur ces données-là. Donc voilà, j'en ai terminé. J'ajouterai peut-être que la biologie peut peut-être pas elle seule nous fournir une théorie complète de la liberté, mais qu'au moins on pourra s'accorder sur le fait qu'elle en constitue une condition nécessaire. Peut-être pas suffisante, mais peut-être nécessaire à ce que nous désignons sous le terme de liberté. Voilà, j'ai trouvé que c'était un argument qui était rarement défendu dans les cours sur la liberté en terminale. On voit rarement un texte sur ce sujet-là, mais que vous, en tant qu'élève, vous devez trouver, je l'espère, ces argumentations rationnelles, et il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir dans la difficile construction de la troisième partie de la dissertation, c'est-à-dire le dépassement. Et ben voilà, on a une idée opérationnelle à ce sujet. J'espère que cela vous a stimulé et scientifiquement et philosophiquement, et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.